Bonjour à tous, bonjour. Ce que je vais peut-être faire, je vais reprendre un peu dans l'ordre les communications de cet après-midi en m'arrêtant sur des sujets qui me semblent peut-être importants de rediscuter. Donc, je vais reprendre par la communication de Boris. Ce qui m'a frappé dans cette communication, c'est la démonstration de l'influence des messages médiatisés sur les croyances avec une mise en lumière du fait que le marketing n'est pas toujours visible et qu'effectivement, on doit être très attentif à ce qui est projeté dans le public avec différents médias et différents types de communication. Donc, une première question par rapport à cela, je dirais que c'est peut-être assez facile d'aller voir dans les médias traditionnels, de comptabiliser, comme on a pu le faire, des séquences tabac ou alcool sur des vidéos euh, à destination des jeunes. Mais quand on veut travailler sur l'espace de la communication actuelle, on se trouve confronté à un espace de communication beaucoup plus diversifié, et notamment avec les réseaux sociaux. Donc, j'aurais aimé savoir, en termes de méthodologie, à la fois on va dire, de regard, de comptabilité de ces messages marketing sur les réseaux sociaux, et en même temps d'action sur ces réseaux sociaux, s'il y avait des spécificités, des méthodologies particulières qui pouvaient être mis en place. Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à cette question? Je peux peut-être commencer vu que Boris, oui. je parlais un peu sur le sujet. C'est vrai qu'elle a maintenant analysé ce qui se passe précisément dans la vie des plus jeunes, des adolescents de manière plus précise, devient assez compliqué. Déjà, là, l'étude qu'on avait présentée était sur les 50 clips vidéo les plus populaires à une période donnée, donc les plus populaires auprès des adolescents. Et les séries télévisées étaient également les séries télévisées les plus populaires euh, auprès c'était des 15-19 ans, je crois, à l'époque. Et donc, pour mesurer cette popularité, on avait voulu avoir une mesure assez neutre et objective, et donc nous étions passés par l'entreprise Médiamétrie. Donc Médiamétrie qui mesurait les audiences télévisuelles. Donc passer par Médiamétrie nous a assuré d'avoir un regard justement neutre et objectif. Cependant, certaines personnes nous reprochaient éventuellement de ne pas être assez représentatifs de la population jeune et adolescente et lors de présentation de différents résultats, on avait justement des personnes qui disaient mais vos résultats ne sont pas valables. Moi, mon enfant regarde des mangas et ça n'apparaît pas dans vos résultats. Donc, à un moment, on est confronté justement à un manque de représentativité totale et, ça peut être assez compliqué justement de répondre à tous les regards qui existent. Actuellement, avec les réseaux sociaux, on, on voit qu'il y a encore plus de difficultés car on est sur une sphère qu'on va peut-être appeler d'encore plus privée. Puisque si on veut essayer de voir ce que les mineurs regardent sur les réseaux sociaux, on peut être confronté à plusieurs murs, dont le côté justement utilisation privée des réseaux sociaux, utilisation d'une personne qui est mineure, euh, avec des lois et des règles différentes en fonction de ce qui est publié. Donc c'est vrai que ça devient assez compliqué maintenant d'avoir des mesures, encore une fois, neutres et objectives, et surtout qui représentent les différentes facettes d'une population. Donc c'est pour ça que si on essaie de regarder ce qui est publié actuellement sur
ce qui se passe sur les réseaux sociaux des jeunes, on peut voir que majoritairement, les publications portent sur des posts qui sont publics. Des posts publics sur les réseaux sociaux, tout le monde y a accès, il n'y a pas de, il n'est pas censé y avoir de limite là-dessus. Cependant, on peut se poser la question de savoir qui a posté ces posts-là. Est-ce que c'est bien une personne de tel âge? Est-ce que c'est bien un garçon, une fille, quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est en Belgique ou autre? On n'a pas de certitude là-dessus. Donc c'est pour ça que si on veut vraiment avoir un point de vue assez précis sur ce qui se passe sur la population, à un moment, on ne va pas pouvoir passer à côté du fait de travailler avec la population. Et pour avoir accès à la population, travailler éventuellement en collaboration avec différentes institutions telles que l'éducation nationale ou éventuellement des centres de loisirs, de milieux associatifs, etc., etc. Mais encore une fois, ça peut être assez compliqué puisque l'éducation nationale étant un terrain de jeu particulièrement intéressant pour les chercheurs puisque c'est le seul endroit où on emprisonne des enfants et on les oblige à rester toute la journée. On est beaucoup à les solliciter, donc c'est aussi assez compliqué de travailler avec des partenaires qui sont énormément sollicités. Donc je m'arrêterai du coup, parce que je peux partir encore pendant 20 ans, mais je laisse la parole aux autres. Merci Boris. Est-ce qu'il y a une autre réaction sur ce sujet de... Alors les réseaux sociaux, c'est vrai que ça nous complique la vie pour essayer de savoir effectivement ce qui se passe en termes de communication, mais peut-être que ça peut être aussi un point d'ancrage pour un certain nombre de communications en marketing social. Voilà, c'est peut-être une opportunité à saisir. D'autant plus on a également parlé aussi du fait que le message est assez associé en fait à sa source, ce qui peut un peu compliquer les choses. Ce qu'on a vu dans la communication de Marie-Claire Willem et Marie-Laure Gavard sur le fait qu'effectivement un message étiqueté institutionnel en fait pouvait provoquer une réactance importante parce que identifié en fait à sa source institutionnelle. Et Boris, tu parlais de l'éducation nationale. Est-ce que pour certains élèves, on pourrait pas aussi avoir ce même type de phénomène, c'est-à-dire des élèves qui seraient en rébellion avec l'institution pourraient aussi passer au travers d'un certain nombre de messages parce que il s'est effectivement associé à la source. Donc j'aurais voulu demander à Pierre, mais je ne sais pas s'il nous a rejoint. Comment est-ce que la communication publique, donc qui est directement étiquetée en fait pouvoir public, pouvait passer, je dirais, au-dessus de cette difficulté? Est-ce que des solutions ont été cherchées? Est-ce que dans d'autres pays, la situation est identique ou différente? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc peut-être sur la question précédente, nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux et on a réussi à faire un post-test. À partir du moment où il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui vont voir une vidéo sur YouTube, par exemple, on a réussi à capter cette population par un post-test. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible d'interroger derrière une opération réseaux sociaux à condition, bon, là c'était plusieurs millions de viewers là, donc à condition d'avoir une masse, quoi. Voilà. Mais après, s'il y a une masse importante, tu peux les interroger. Sinon, nous, on a la particularité d'avoir des marques, Sexo Safe, on s'exprime, enfin, en gros, des manger bouger, qui finalement ont assez peu de rattachement gouvernemental. Donc, quelque part, c'est des marques, bon, c'est pas caché, mais c'est des marques qui mettent pas en avant disons, le fait que c'est une annonce du gouvernement. Alors, par contre, ce qui se passe en ce moment, c'est à la suite de l'opération Gilets jaunes, le gouvernement s'est dit,
les gens ne savent pas tout ce qu'on fait pour eux. Donc, le service d'information du gouvernement est en train de demander qu'on ajoute une marque gouvernementale à tout ce qu'on fait. Et c'est un problème parce que justement, on avait une politique d'avoir des marques qui vivaient leur vie finalement en tant que marque de prévention. Donc, c'est peut-être un peu en train de changer pour des raisons, je dirais, politiciennes. Et voilà, donc on va essayer de démontrer, on va essayer de mesurer l'effet introduire une marque gouvernementale à des marques qui avant n'en avaient pas. Et pour l'instant, les résultats sont mitigés. C'est-à-dire, parfois, les gens ils sont contents, ça les rassure, et parfois, ça gêne. Donc, il n'y a pas du blanc-noir, quoi. Donc, il n'y a pas du blanc-noir. J'espère que j'ai à peu près répondu à ta question. Oui, on peut effectivement supposer que cette réactance, on l'appelle psychologique, mais moi je pense que peut-être qu'il y a aussi une réactance sociale en fait, qui dépend effectivement de la position de la personne vis-à-vis des institutions, et donc au travers d'un certain nombre de critères. Donc je rebondis sur une question qui avait été posée là-dessus, sur la question des médecins et des infirmiers, et notamment des infirmiers libéraux, qui sont en fait aussi dans une situation différente vis-à-vis de l'institution que les infirmiers hospitaliers. Et donc pour savoir si ce phénomène de réactance a été effectivement constaté chez les infirmiers libéraux ou pas vis-à-vis de la vaccination. Donc là, je m'adresse plutôt à Marie-Claire Willem ou Marie-Laure Gavard-Perret. Alors nous, dans le cadre de notre projet, non, nous ne sommes pas allés examiner ce public-là. Alors il y a une enquête qui avait été faite sur les infirmiers libéraux, je ne sais plus en quelle année, 2016 ou 2017, quelque chose comme ça, qui montrait qu'ils étaient plus sensibles que les autres à la vaccination, et que le taux de vaccination, alors contre la grippe, hein, pas la vaccination en général, mais contre la grippe, c'était un peu meilleur. Mais bon, dans le même temps, j'ai tendance à penser que ce sont des personnes qui sont quand même très indépendantes. Elles ont fait le choix justement d'être en libéral, donc probablement qu'elles ont quand même une sensibilité à cette notion de liberté et d'indépendance qui est assez forte. Donc peut-être qu'elles ne vont pas réagir par rapport à cette relation à l'institution, ou moins réagir à cette relation à l'institution, même si elles reçoivent quand même des messages des autorités de santé au niveau national, hein. Ce n'est pas de leur établissement à proprement parler, mais elles reçoivent quand même des incitations à se faire vacciner. Mais plus globalement, je pense qu'elles doivent quand même être sensibles à cette réactance situationnelle par ce qu'elles sont fondamentalement. On sait que, comme le disait Marie-Claire tout à l'heure, il y a des individus qui naturellement sont plus réactants que d'autres. Ils ont un trait de réactance plus développé. Et notamment, donc, ce sont ceux qui sont plus sensibles à ces questions de liberté individuelle. Je pense que quand on est infirmier ou infirmière en libéral, on doit être assez sensible probablement à ces questions-là. Alors, il faudrait aller le vérifier, hein, mais du coup, il y a probablement de la réactance situationnelle dans leur cas également. Ça passe pas par les mêmes rouages, mais il doit y en avoir. Oui. Merci. Et juste pour compléter, ce qui a été constaté, c'est que ce sont les jeunes aujourd'hui, chez les infirmiers, les aides-soignants, etc., qui se font le moins vacciner et qui sont le moins enclins à se faire vacciner. C'est très très net, hein, puisqu'il y a des études qui ont montré qu'on passe de 70% chez les plus de 60 ans, on passe à 23% chez les 20-30 ans. Donc c'est pas des modifications à la marge, hein. C'est vraiment des baisses sensibles chez les plus jeunes. Or, on sait également que les plus jeunes sont généralement ceux qui ont le plus fort trait de réactance, justement, psychologique. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je ne sais pas. Là aussi, il faudrait... Est-ce que c'est un effet d'âge ou un effet générationnel? Alors,
Je sais, j'ai pas en tête la méthodologie qui avait été adoptée. Est-ce que c'était justement considéré en termes de cohorte et de génération? Je ne sais plus. Donc là, je peux pas vous répondre. Je sais pas. Peut-être que d'autres peuvent répondre. C'est dommage qu'il n'y ait pas Olivier et Pollard avec nous parce qu'il aurait pu vous donner plus de précisions sur ces personnels. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet? Moi, je pense que peut-être une des clés pour contourner cette réactance, et c'est ce que Luc Goethals proposait dans son intervention, c'est-à-dire en fait la co-construction avec les personnes qui sont les sujets ou les objets de la communication en marketing social. Donc cette co-construction, est-ce qu'elle est toujours possible et quelles en sont en fait les limites? Est-ce que d'autres l'ont essayé et dans les différents projets qui ont été présentés? Ou Karine Galopel-Morvan, donc par exemple par rapport à la cigarette, est-ce qu'il y a des éléments de co-construction qui ont déjà été tentés, par exemple avec les jeunes, sur cette communication tabac? Il y a le principe de co-création, de co-construction des programmes ou comme le montrait Luc, ou des communications avec la cible, c'est le principe même et l'essence même du marketing social, je dirais. Si on veut vraiment déployer à 100% la démarche, on part avec la cible, on continue avec la cible et on termine avec la cible. Donc c'est vraiment il n'y a pas forcément toujours beaucoup de programmes de marketing social qui font ça parce que ça implique forcément du temps, l'énergie et des budgets. Donc oui, enfin, il y a 2 exemples de campagnes qui ont été menées avec un lien très fort de co-construction de la cible. C'est une campagne qui s'appelle Verb aux États-Unis de lutte contre l'obésité des ados, et une autre campagne qui s'appelle Truth également aux États-Unis sur la cigarette. Donc voilà, les messages, les campagnes ont été créés, conçus, diffusés avec la population cible. Et du coup, en lien avec une remarque de Pierre tout à l'heure, moi, à chaque fois, ça m'étonne de voir nos politiques qui veulent montrer aux gens que voilà, le gouvernement les oublie pas, tout en oubliant l'efficacité, parce qu'on sait aujourd'hui, et ça, c'est pas un scoop en marketing classique, que plus les messages seront délivrés par des pairs, soit ou des leaders d'opinion, et plus ce sera efficace par rapport à des campagnes institutionnelles qu'on menait il y a plusieurs décennies. Mais bon, ça, voilà, l'efficacité, c'est peut-être pas le critère important des politiques, en tout cas de certains. Donc voilà, alors sur les exemples qu'on a pu avoir sur ça, oui, j'ai 2 exemples en tête. Il y a une étude, un travail de co-construction qu'on avait réalisé avec une association qui s'appelle Coréade en Nouvelle-Aquitaine, qui constituait à demander, en fait, on avait demandé à des fumeurs, donc on a fait du Cali, de co-construire leur programme idéal de sevrage tabac. Et ça avait donné des choses assez intéressantes sur les choses qui émergeaient pour les aider le mieux possible à arrêter de fumer parmi les différentes aides, les patchs, etc. C'est un article qui est en soumission, donc j'espère qu'il va être publié bientôt. Et une autre thématique aussi sur laquelle on avait travaillé avec la CIB pour voir un peu comment on pouvait construire des messages de prévention, c'était sur la thématique des femmes et des femmes enceintes, dans le cadre d'un programme financé par l'Institut Cancer, où en fait on demandait à des femmes de construire en fait le message de prévention qu'elles souhaiteraient voir apposé sur les bouteilles d'alcool. Vous savez peut-être, il y a un petit pictogramme qui n'est pas très visible sur ces bouteilles pour informer les femmes enceintes de la dangerosité de l'alcool sur le fœtus. Et donc, on avait fait des études sur cette thématique et on leur demandait à la fin des entretiens de co-construire elles-mêmes leur message et de voir ce qu'elles aimeraient bien entendre et ce qu'elles aimeraient bien voir sur ces étiquettes de bouteilles. Donc ça aussi, ça avait donné des exemples et des idées intéressantes. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. C'est vraiment l'essence même du marketing social. Après, la difficulté que j'évoquais au début, c'est que ça prend du temps, quoi. Et les acteurs du terrain n'ont pas forcément toujours le temps, étant donné les agendas et les calendriers très serrés qu'on leur impose. Merci Karine.
Est-ce que Oui, et juste, je peux oui, me permettre en complément, peut-être faire attention aussi que sur certains publics, quand on cherche à les impliquer dans de la co-création, que ça soit pas perçu à nouveau comme de la manipulation, en fait. Notamment, par oui. exemple, sur des personnels comme ceux qu'on évoquait, est-ce que ils ne risquent pas d'avoir le sentiment que c'est une autre manipulation, une nouvelle manipulation? Mais que c'est une commande institutionnelle et donc c'est toujours se traduit de cette manière, quoi. Effectivement, c'est une des difficultés. Sur les personnes qu'on avait testées, il n'y a pas eu du tout ça. Mais après, c'est vrai qu'on n'était pas dans le même contexte que ce qu'évoquait Marie-Laure tout à l'heure, à savoir des personnels soignants par rapport à leur institution. Là, c'était plutôt très bien accueilli. Est-ce que Stéphanie Vernet, sur donc ce thème de l'alimentation, vous avez expérimenté aussi la co-construction des messages ou comment ça se situe? Ah, c'est Marie-Claire. En tout Oui. cas, oui, moi, je veux bien rajouter quelque chose parce que, alors, je partage tout ce qui a été dit sur la co-création et c'était notre conclusion d'ailleurs dans notre présentation, co-création par les pairs. Et effectivement, que ça doit faire partie de la démarche de marketing social. Cependant, sur une recherche que j'ai menée avec d'autres collègues sur l'activité physique et la nutrition, je me demande si une des limites de la co-création, c'est pas justement d'arriver à trouver les bonnes personnes pour créer des communautés qui vont se rassembler pour co-créer. Si par exemple on se rapporte aux différentes étapes proposées par exemple par Prochaska et Eddie Clement, en fait on se rend compte que les gens qui sont intéressés pour co-créer ont peut-être déjà des notions de nutrition, d'envie d'améliorer leur activité physique. Et je ne sais pas si on arriverait à avoir des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les sujets et qui sont sûrement ceux qui sont les plus intéressants pour nous à cibler, pour eux les faire vraiment arriver dans une étape autre que de la pré-contemplation où ils s'en fichent complètement de bien manger et de bien faire du sport. C'est une question que je me pose en ce moment pour savoir est-ce qu'on peut arriver à impliquer tout le monde en co-création et notamment des gens qui pour l'instant en fait n'ont même pas conscience du sujet pratiquement. Je vous lance la question. C'est vrai que c'est une des limites. Alors, je sais que moi, dans mes études, j'ai pas forcément. Je suis dans cette démarche de co-création, mais dans un deuxième temps. Là, c'est plutôt. Et je pense à tout ce que j'ai fait sur les étudiants. Alors, c'est vrai qu'avec Marie-Claire, on avait commencé aussi à travailler, à faire une étude qualitative sur la perception des étudiants et de les faire. Travailler en atelier aussi, un petit peu de co-création, on avait tenté un petit peu d'aller vers ça pour voir quelles solutions ils proposaient eux en termes de prévention d'alimentation. Et je sais j'ai beaucoup échangé sur la démarche participative très récemment dans le cadre d'un projet au sein de Coactis, proposé par Coactis, où là, j'ai échangé avec des personnes qui travaillent à 100% sur cette démarche participative, mais de A à Z, c'est-à-dire d'intégrer même dans la méthodologie de la recherche les étudiants. Donc là, c'est sur la cible étudiante, justement sur l'accessibilité à l'alimentation par les étudiants. Et alors moi, j'avoue que je reste en termes de méthodologie sur de l'approche qualitative, quantitative, classique, on va dire, où je vais interroger la cible pour mieux la connaître. Et ensuite, c'est dans la recherche de solutions où je vais davantage peut-être les faire co-créer et co-participer. Là, dans le projet qu'on avait discuté, certes, je sais que certains chercheurs et certaines approches sont de co-créer aussi la méthodologie de recherche, c'est-à-dire d'être dans des sciences participatives de A à Z. Moi, j'ai un peu plus de mal à l'adapter au marketing social. Je pense qu'on a des outils qu'on utilise en marketing qui sont très pertinents et très performants aujourd'hui. Mais effectivement, la question de la co-création, moi, je l'interroge plutôt à partir de la recherche de solutions
effectivement, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit en alimentation. C'est vrai que le marketing social, finalement, c'est juste le terrain d'application qu'on va changer, le tabac, l'alimentation, l'alcool. En alimentation, on s'y intéresse et finalement, enfin, quand je regarde toutes les recherches qui sont faites, elles s'inspirent beaucoup. C'est vrai que Karine Galopel-Morvan a clairement amené cette démarche de marketing social avec le tabac en France. Et aujourd'hui, on s'inspire de ce qui a été fait avec le tabac, sur le tabac, pour penser des actions de prévention en alimentation, hein, typiquement en termes d'information nutritionnelle, comment on met en avant l'information sur le packaging, c'est totalement en parallèle avec ce qui est fait sur le packaging, ce qui a été fait sur les packaging des cigarettes, hein. C'est complètement réplicable. Donc c'est vrai qu'en alimentation, on a tendance aujourd'hui à plutôt répliquer ce qui a été fait, ce qui a plutôt bien marché, notamment avec la lutte contre le tabac. Donc effectivement, la démarche de co-création avec la cible est complètement intégrée aussi, enfin peut complètement s'intégrer, et je pense qu'il faut l'intégrer effectivement dans la recherche de solutions. Merci. Donc effectivement, différents niveaux peut-être de participation et peut-être pas pour toutes les cibles, si on peut parler de cibles. On parle de cibles en marketing social ou s'il y a qu'en marketing qu'on parle de cibles? Non, on a le droit de parler de cibles en marketing social? D'accord. Donc peut-être pas avec toutes les cibles et peut-être pas avec tout le monde, si je puis me peut-être pas avec permettre de tout le redire. monde. Moi, je sais que sur certains, c'est de moins en moins vrai quand même, mais sur certains publics un peu réticents que je peux avoir à l'EHESP ou dans des formations, alors à ce moment-là, j'utilise le terme de public, quoi, les publics que l'on décide de toucher avec des actions. Mais c'est vrai que la cible, ça peut heurter. Il y a des mots comme ça, cible, marque, c'est parfois un petit peu sensible. Donc, Un petit peu les difficile. publics, voilà, les publics à toucher, peut-être plus politiquement correct. C'est vrai que moi, je me souviens de certaines expériences, on va dire, d'action participative ou de co-création participative de messages qui étaient particulièrement difficiles, puisque par exemple, quand on demande à des enfants de travailler sur le tabac, ben, ils vont nous ressortir effectivement des messages très sanitaires, alors que à la base, ce qu'on voudrait, c'est effectivement éviter de retomber dans la communication sanitaire et institutionnelle. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de travailler avec en fait les publics ou les cibles pour pouvoir à la fois être dans des stratégies marketing sociales intéressantes et faire aussi de la co-construction. Et donc sur effectivement les stades de changement de comportement de Prochaska, j'avais envie de vous poser cette question de savoir si le marketing social était préconisé plutôt sur effectivement des stades de précontemplation où la de conscience en fait qui est l'objectif, ou alors plutôt dans le stade de contemplation où on va comparer les pour et les contre du changement, ou alors dans la mise en œuvre du comportement, dans le plan d'action ou dans le maintien. Donc c'est les différents stades de Prochaska qui permettent effectivement de travailler sur les changements de comportement en fonction de là où en est la cible, parce que voilà, je reprends ce terme-là. Il m'a semblé quand même que le changement de comportement, c'était un des grands objectifs du marketing social. Donc, je pense que, est-ce que ce sont des questions que vous vous posez par rapport à la segmentation des publics, par exemple? Est-ce que c'est une manière de segmenter les publics, le stade de changement, et comment on le fait concrètement? Karine Galopel, qui a l'air de hocher la tête, ça lui renvoie. Oui, c'est un critère de segmentation assez classique. Il y a même un ouvrage écrit par André Hazen, qui est une grande figure du marketing social aux États-Unis, qui a été uniquement fondé sur ce modèle de Prochaska. Donc, alors, comment on fait? C'est toujours pareil. Déjà, il faut identifier le stade. Hein, donc, bon, il y a des questionnaires pour ça.
Et à partir du moment où on a identifié le stade, eh bien, justement, cet ouvrage d'Andreasen propose un certain nombre d'outils et de techniques de marketing social qui vont être plus ou moins adaptés selon le niveau de motivation des individus pour les faire en fait avancer dans leur motivation jusqu'à l'action souhaitée et la recommandation souhaitée. Alors, par contre, je pense que Pierre pourra peut-être compléter, c'est un modèle qui est extrêmement controversé, ce modèle de Prochaska. Donc, il y a notamment Robert West, par exemple, qui propose de l'abandonner, hein, parce que voilà, ces histoires d'étapes, c'est pas aussi simple. Est-ce qu'elles existent vraiment? C'est très compliqué à montrer. Donc, sur le plan du terrain, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui utilisent encore ces critères de segmentation. En revanche, sur le plan académique, c'est un modèle qui est très, très controversé par les chercheurs en psychologie aujourd'hui. Oui, je veux bien compléter. Moi, je suis pas du tout un fan de ça. Et donc, Robert West, il s'appuie sur un travail danois où il a montré qu'ils avaient réussi à inciter des gens à essayer de fumer, quel que soit leur stade. Un travail de Charlotta Pissinger. Donc, en gros, quand on regarde ça, on voit que selon la manière dont et c'est un peu aussi comme l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel, vous avez un quart d'heure avec les gens. Vous voulez les faire avancer, vous voulez les aider. Donc, si vous prenez 15 rendez-vous pour les faire avancer de stade en stade, alors que vous avez 15 minutes, ça ne va pas. Enfin, quelque part, j'ai l'impression qu'on est obligé, on a un temps d'attention des gens, il faut mettre le paquet pendant ce temps d'attention. Voilà, donc je dirais presque que c'est... sinon, il y a Jean-François Etter qui construit des outils où on reçoit, sur le tabac, hein, le suisse, donc il construit des outils où on reçoit la fiche A, la fiche B, la fiche C, et même notre application Tabac Info Service, elle est aussi construite sur respecter les stades. Et voilà, donc quelque part, il y a quelque chose qui, quand on a des interventions, on va dire, avec des orientations qui peuvent différer selon certaines réponses à des questions, mais là, c'est plus de marketing social, c'est une intervention. Si en plus elle est automatisée, ça n'a pas trop de coûts. Mais en marketing social, en intervention, en marketing social, j'ai l'impression que c'est pas le sujet. Donc, il faudrait que je lise le bouquin d'Andreasen que je connais pas. Tu me diras la référence. Oui, tout à fait. Laurent Boise et Isabelle Primalaz, vous nous avez aussi proposer l'enrichissement d'un modèle de comportement de santé, donc à partir d'une modélisation. Voilà, est-ce que c'est des éléments importants en fait dans la construction de votre démarche de marketing social, ces modèles de comportement de santé? En fait, on avait, avant l'étude qu'on a présentée là, travaillé aussi sur le concept, je crois que c'est Marie-Laure qui l'a évoqué, d'empowerment. Enfin, il y a plusieurs concepts comme ça qui viennent nourrir les réflexions. Et l'idée, effectivement, c'est de voir quels mécanismes, effectivement, alors, patients, usagers, effectivement, hein, les termes parfois, par exemple, en innovation sociale, il faut effectivement pas dire client, donc on va dire usagers, bénéficiaires, enfin voilà. Mais au final, à chaque fois, on est bien d'accord que l'idée, c'est, comme le disait Karine, un public à qui on s'adresse et avec une intention et des actions spécifiquement définies pour lui. Bref, peu importe. Donc, en l'occurrence, nous, pour les donneurs, effectivement, cette idée d'empowerment, c'est vraiment de se dire, finalement, le donneur, il veut pas une injonction. Il veut pas qu'on lui dise, et clairement, on l'a redit tout à l'heure, il veut pas qu'on lui donne l'ordre d'aller donner, même pas d'aller donner l'ordre à quelqu'un qui est non donneur de le faire. Et donc, l'idée, c'est plutôt effectivement de travailler sur des mécanismes qui, quelque part, lui montrent effectivement qu'il est en capacité, en pouvoir d'agir grâce à son comportement sur un certain nombre de choses. Et typiquement sur le don du sang, eh bien, effectivement, l'empowerment, c'est un concept qui est, à mon sens, assez intéressant parce que l'idée, c'est de se dire, finalement, si je veux être motivée vis-à-vis d'un comportement, quel qu'il soit, il faut que ce comportement ait du sens pour moi.
il faut que je pense que je sois en capacité de le faire. Il faut que j'ai le sentiment de liberté et d'autonomie dans le choix que je vais opérer. Et puis, il faut que je pense, enfin, que je puisse mesurer que mon comportement va avoir une importance et un impact. Et donc, typiquement, effectivement, aujourd'hui, peut-être vous avez vu, hein, mais les messages de l'établissement français du sang, c'est par exemple, donnez et ça, et vous allez sauver 10 vies. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là, par exemple, on montre l'impact concret du comportement. Parce qu'autrement, donnez votre sang parce que vous êtes gentil. Voilà, ça, il faut arriver à être beaucoup plus fin dans les messages, effectivement, et pour que les gens se rendent compte de façon très, très précise et très concrète en quoi leur comportement a une incidence. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Peut peut-être compléter la réponse de Laure en disant, enfin, il y a une multiplicité aussi dans les coûts qu'on peut ajouter, c'est-à-dire que on peut partir du comportement de don, et on voit bien que il y a différentes façons finalement de se penser par rapport au don du sang. Et puis, un des points de départ qu'on avait eu quand même, c'était ce qu'on fait en marketing relationnel, c'est aussi de penser sa relation au client, au patient, au donneur, à l'usager, enfin on l'appelle comme on veut, mais on voit bien qu'au-delà de comportements potentiellement très différents in fine, il y a aussi des attentes relationnelles très différentes. Et on le voit bien dans nos donneurs de sang. Il y a ceux qui se sentent vraiment en capacité et qui disent laissez-moi tranquille, c'est moi qui. Et puis on en a quand même qui ont besoin d'être un peu plus pris par la main, un peu plus accompagnés, qui ont besoin de faire confiance à la fois dans les acteurs et dans l'institution. Et c'est là que le marketing dans son ensemble peut être très riche pour venir alimenter le marketing social, c'est-à-dire que le marketing, il est complètement transposable à toutes les organisations dès lors qu'elles sont en relation avec des parties prenantes. Et le marketing relationnel, en ce sens-là, me semble très intéressant. Et c'est vrai qu'il faut... on avait fait... Il y a Jennifer Louis qui est là, qui avait fait sa thèse sur effectivement le type de relation attendue par les patients en maladie chronique. Ils ont des attentes très différentes qui ne sont pas toujours prises en compte parce qu'on va chercher un peu une standardisation, une automatisation, et qu'on va s'intéresser à il faut que les soins soient faits, et on va oublier que les soins seront bien faits et bien reçus si la relation est la bonne. Merci. Je vais peut-être prendre une question du public, parce qu'il y en a quelques-unes qui arrivent, et notamment une sur les applications du marketing social dans le cadre des maladies mentales, dépression ou autres. Est-ce que ça a déjà été utilisé, à votre avis? Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête? Oui, moi j'ai regardé récemment ce qui avait été fait disons, en campagne dans le domaine de la santé mentale. Et un des pays les plus avancés, c'est la Nouvelle-Zélande. Et eux, ils ont mis en valeur des personnes célèbres qui avaient des troubles mentaux, des psychoses, des bipolaires, etc., et qui avaient réussi à s'insérer dans la société. Donc, c'est essayé pour faire la promotion de ce qu'ils appellent le recovery, quoi. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'était ça. C'était bon, il y a une opération. Souvent, c'est la déstigmatisation, mais comment faire la déstigmatisation? C'était justement en valorisant des célébrités, quoi, qui faisaient leur coming out en tant que pathologie. Donc voilà. Et sinon, les Anglais ont fait énormément de choses. Dans les pays du Commonwealth, Australie également, États-Unis, oui. Donc en fait, il y a quand même un certain nombre de pays qui, depuis de nombreuses années, font des interventions, des interventions de marketing social sur le sujet. Les Écossais aussi, beaucoup de travaux. Je peux partager une présentation que j'ai faite si ça peut vous intéresser. Oui, les Écossais. Ça, c'est l'actualité sur. Pardon. Les Écossais avaient en effet fait une campagne dernièrement qui pourrait s'apparenter à la charge mentale des mères
mais plus généralement des parents, en proposant donc des ateliers pour, euh, pour partager justement tous les éléments de pression que les parents pouvaient avoir et essayer de communiquer un peu sur le fait que c'était acceptable de ne pas être parfait. Mais c'est ça. l'école, c'est assez doué Oui, aussi. oui, je crois que c'est Filmi, hein, quelque chose comme ça, le nom d'un. Et donc, il y avait aussi la campagne où il consistait à dire, il y a certes des gens qui se sentent bien, enfin, on peut se sentir bien, on peut se sentir mal, on peut se sentir bizarre. Ça, c'était une partie, donc pour rendre acceptable plusieurs façons de vivre sa vie. Et autre chose, c'était aussi d'aller vers ne pas abandonner les gens qui vont mal, donc quelque part d'instaurer des dialogues au lieu d'arrêter d'inviter les gens qui n'ont pas l'air d'avoir la forme, c'était plutôt de dire vous avez une responsabilité de vous adresser aux gens et donc quelque part de partager la responsabilité d'engager un dialogue avec tout le monde. L'exemple que tu as donné au début, c'est-à-dire que là, ce sont effectivement des gens célèbres qui font effectivement leur coming out par rapport à la maladie mentale, me relance sur une autre question du public qui est que pensez-vous d'utiliser les influenceurs stars du web, youtubeurs, comme canaux de communication? Est-ce que ce sont des choses qui... Nous, on le fait. On le fait. Alors, ils ont moins la cote maintenant, mais McFly et Carlito, c'est eux. À qui on avait confié quelque chose sur l'ivresse des jeunes. Donc, ils avaient imaginé comme quelque chose de complètement délirant. C'est là que ça a fait des millions et des millions de vues. Et c'est là où on a pu faire un post-test, voilà, auprès de 400 jeunes. Et donc, on passe sans arrêt par des influenceurs ou également sur la nutrition, les mamans blogueuses. Enfin, voilà, c'est souvent on dit, pourquoi, quand on est interviewé à l'Assemblée nationale, on dit pourquoi vous ne feriez pas les réseaux sociaux? Ah ben, on lui dit, on y est déjà, voilà. Donc c'est comme si on ne le faisait pas alors qu'on le fait sans arrêt, voilà. C'est eux qui n'y sont pas. Oui, c'est ce qu'il faut leur dire. C'est pas, vous n'êtes pas dans le créneau. Si on regarde ce que font les entreprises, j'ai un doctorant là, financé par la Mildeka qui fait une thèse sur la présence de l'alcool sur les réseaux sociaux. C'est très abondant, si je puis dire. Donc, tout est une question de cible. C'est toujours pareil. Hein. Si on est sur les jeunes, c'est même plus une question qu'il faut se poser. Évidemment, il faut passer par ce canal. Après, sur d'autres publics, ça peut être peut-être plus varié, mais voilà, je crois que l'intérêt aussi du marketing, de faire le lien entre le marketing et le marketing social, c'est de regarder, enfin moi je promeus beaucoup ça aussi, de regarder ce que font les entreprises, hein, que ce soit en termes de plaidoyer, de lobbying ou de marketing sur les réseaux sociaux, et de se dire, si ça fonctionne, hein, si on voit des comportements à risque qui se développent à cause de ce marketing marchand très efficace dans certains cas, il faut faire la même chose. Alors évidemment, avec les contraintes éthiques, on est bien d'accord qu'on ne va pas être sur de la manipulation et sur des pratiques aussi peu éthiques, hein, avec donc une réflexion éthique importante. Mais en termes de canal, c'est évident qu'il faut y être et travailler avec les influenceurs, se placer pourquoi pas dans les séries. Hein. Il y a eu des... Moi, Sans Tabac, ça avait été placé dans Plus belle la vie, je crois. Par exemple. Oui, là, ça reboucle avec toutes les techniques, j'allais dire, classiques en marketing, d'endossement, des différents modèles de persuasion. Marie-Laure l'a évoqué tout à l'heure, et où effectivement, dans les relations sociales, parasociales, etc., on sait que évidemment, ça vient porter les messages. Et quand on parle d'efficacité, c'est une évidence que selon la cible à laquelle on s'adresse, c'est un canal qui est juste incontournable. Aujourd'hui, on le voit bien, hein, ne serait-ce que chez nos étudiants, ils ne regardent plus la télévision. Ce n'est plus un média pour eux. C'est fini. Donc évidemment que c'est sur les nouveaux canaux, entre guillemets, qu'il faut être. Ça va faire partie des stratégies en fait de segmentation des publics, qui est à la base, si j'ai bien compris, du marketing social. Et qui est effectivement quelque chose pour lequel on n'a pas forcément beaucoup d'outils. On ne sait pas forcément comment s'y prendre pour segmenter les publics.
à part peut-être effectivement sur des approches canaux de communication ou des approches plus communautaires en fait, et une forme aussi de segmentation. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra aussi qu'on essaye de travailler en prévention sur cette segmentation des publics et le sens qu'elle peut avoir suivant les différents objectifs en fait qu'on se fixe. Peut-être une dernière question un peu différente qui est quelles sont les formations qui existent actuellement en marketing social? Ça a été évoqué un petit peu ce matin par les différents universitaires, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un master de marketing social? Non. Donc on passe par où? Bah, pas à ma connaissance, en tout cas, je ne suis pas sûre qu'il y aurait suffisamment de débouchés, hein. Enfin, je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, mais voilà, c'est aussi ça, hein, après la question des débouchés. Moi, ce que j'ai identifié, c'est que, comme le disait, je pense que c'est Laure ce matin, il me semble, c'est qu'il y a de plus en plus de marketing intégré à la fois dans des programmes de management de la santé et des programmes de prévention, donc sous forme de modules. Donc ça, c'est déjà bien, parce que ça n'existait pas il y a plusieurs années. Après, bon, je crois que ça se développe aussi pas mal dans des formations en santé publique, des masters en santé publique, des masters en prévention. Donc c'est aussi nouveau pour ces diplômes-là, mais sous la forme de modules, hein. Je sais qu'à l'EHESP, on a dans le master de prévention, on a quand même 20 heures de cours sur le marketing social, ce qui n'est pas rien, et ça n'existait pas du tout il y a 3 ans. Puis après, bah, il y a d'autres manières. Je pense qu'avec maintenant, on est tous très à l'aise avec le online. Ça va peut-être être justement l'occasion de développer des formations online sur le marketing social seules, auxquelles les personnes pourront adhérer. Donc, on a un peu un projet de faire ce genre de choses à l'EHESP. Voilà, moi, ce que je connais en tout cas du marché. Après, je ne connais pas l'ensemble des formations, donc mes collègues pourront compléter. Dans le diplôme interuniversitaire que l'on finance à Bordeaux, c'est exactement ce que disait Karine, il y a un module marketing où je suis intervenu à faire un TD, je crois que toi aussi tu vas intervenir, Viette aussi. Donc quelque part, c'est peut-être mieux c'est en tout cas bien que tous ceux qui sont formés en promotion de la santé soient formés au marketing social, c'est déjà un bon début. Et peut-être, il n'y a peut-être pas assez de métiers temps plein, quoi. Je sais pas. Ça, je sais pas. Et à l'inverse, peut-être c'est complet. Pardon. Pardon, Isabelle. Non, rapidement, juste, je disais, en parallèle du domaine de la santé, je pense que dans tout ce qui est formation à l'économie sociale et solidaire, il y a une vraie sensibilité au marketing social qui n'est pas un marketing social santé, mais où finalement on retrouve les grands mécanismes, les grands principes et la façon de penser. Donc là, il y a peut-être des connexions à imaginer parce que je pense que quelque part, ils sont un peu en avance là-dessus. Et j'allais dire, à l'inverse, nous, dans nos masters marketing à Grenoble IAE, on a injecté des modules de marketing social pour les sensibiliser justement à ce domaine-là. C'est ce que j'allais dire. Enfin, en tous les cas, je pense à un certain nombre d'entre nous qui, petit à petit, infusons un certain nombre de choses, ne serait-ce que dans les enseignements classiques en marketing, où effectivement, il va y avoir des extensions finalement en montrant aux étudiants, y compris pour montrer que le marketing, ça n'est pas que mauvais et qu'il peut y avoir des vrais effets bénéfiques d'utiliser les pratiques marketing dans des contextes ou dans des intentions différentes. Et comme le disait Cécile ce matin, en tous les cas, il y avait de Saint-Étienne dans le Master Management des organisations de santé. Et effectivement, là, pour le coup, il y a des modules et en M1 et en M2, parce que l'objectif, c'est vraiment que les personnels prennent en compte que des organismes de santé prennent en compte que finalement, c'est une façon, encore une fois, c'est ce que j'ai commencé à dire un peu ce matin, il faut aussi que les soignants, dans le périmètre le plus large possible, accompagnent différemment aussi les patients, usagers, tout ce que... Voilà.
Et en lien avec les commentaires, merci Cécile de le rappeler. C'est vrai qu'on avait, en lien avec Santé publique France, aux universités d'été de Besançon, on avait mis en place un module marketing social. Il a dû de 5 jours, 4 ou 5 jours. Il a dû, je crois qu'il n'existe plus, enfin c'est pas je crois, je suis sûre, il n'existe plus aujourd'hui parce que justement au bout d'un moment il n'y avait plus assez de candidats, mais peut-être que d'ici 2-3 ans il peut se remettre en place. Et effectivement, merci Cynthia, il y a en psychologie sociale de la santé, il y a aussi des collègues qui parlent de marketing social. Moi, notamment, je travaille avec Fabien Girandola d'Aix-Marseille et dans ses cours, il a intégré une dimension marketing social. Et c'est vrai que nous, en marketing, enfin, on va plutôt avoir un module de marketing. Moi, à titre personnel, je vais intervenir sur le M2 en formation initiale maintenant de management des organisations de santé à Saint-Étienne. Donc, ça va être de manière spécifique sur un module sur l'expérience patient aussi. Et je sais qu'à Lyon 2, on ouvre aussi, on a comme projet d'ouvrir très prochainement un master nutrition et gastronomie, où là encore, ça va faire partie dans les modules. Et je rejoins exactement ce qui est dit là. Il n'y a pas de master de marketing social, mais on va injecter du marketing social dans des modules en santé, en management des organisations de santé, en nutrition, gastronomie, sur des thématiques très précises en fait. D'ailleurs, je rajoute que depuis cette année, l'École nationale de la sécurité sociale, en lien avec l'Institut d'études politiques de Lyon, dans le cadre de son master, a ouvert un module en marketing social également, qui a été animé cette année par Boris et moi-même. Et d'ailleurs, c'est un module et qui veulent développer en augmentant le nombre d'heures de cours pour l'année prochaine. Donc, c'est plutôt pas mal, ça se développe. Très bien, merci à tous. Je pense qu'on va conclure donc sur cette question de la formation avec une note très optimiste, puisqu'on voit qu'effectivement plusieurs formations filières sont concernées. Et donc ça veut dire une grande sensibilisation au marketing social et qui nous permettra effectivement de progresser, je pense, aussi bien au niveau de la recherche. Et dans Présage, on sera très attentif, effectivement, à pouvoir travailler à la fois sur la recherche en marketing social, mais aussi l'application de ces recherches dans nos stratégies de recherche en éducation dans différents milieux. Alors, on a parlé de l'éducation nationale, on a parlé du milieu hospitalier, et je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses à faire sur beaucoup de thématiques et beaucoup de publics. Je vais redonner la parole à Luc, qui est bien positionné pour une petite conclusion. Voilà. Ben, merci à tous. Je tiens quand même à remercier aussi vraiment Boris, qui s'est chargé de presque toute l'organisation cette année de ce symposium. Merci également à tous nos intervenants, à tous les participants, à tous nos partenaires. Il semble, Boris, que tu as une petite diapo où on a l'ensemble des partenaires, que je n'ai pas tous en tête, mais du moins l'Université Jean Monnet, le laboratoire Coactis, Présage, le Clara, la Fondation du Crédit Agricole également, ainsi que le CETA, le Gérontopole. On a un certain nombre de soutiens cette année, que ce soit financier ou autre, d'ailleurs, avec un certain nombre d'organisations qui s'intéressent énormément au marketing social. Donc pour ce premier symposium, je suis ravi avec tout le monde, avec toute l'équipe et avec Boris et toutes les autres personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement. On était ravis de vous recevoir. On espère pouvoir pérenniser cet événement dans les années à venir. Et voilà, prochainement, on vous proposera notamment la diffusion des dessins que vous avez pu avoir ce matin, et puis également des replays vidéo des meilleurs moments de cette journée. Boris, si tu veux dire un mot. Oui, merci Luc, merci à tous. Donc c'est vrai que comme tu l'as dit, Luc, merci à tous les intervenants, les financeurs, les partenaires. Vraiment, donc, les intervenants, j'ai l'impression qu'on a eu un symposium assez formidable. Donc, je ne sais pas qui l'a organisé, mais
En tout cas, c'est bon goût. Merci pour votre implication tous. Vous avez vraiment tous participé à la réussite de ce symposium. Merci à tous les gens de Londres qu'on ne cite pas forcément souvent, donc qui ne seront pas présents avec nous aujourd'hui. Donc je leur transmettrai le message par mail. Pour information, on avait un petit bingo en cours qui était d'actualité. Et donc, c'est la team numéro 2 qui a gagné, puisque apparemment, donc, on a eu des problèmes de micro, on a demandé si on nous entendait, on a attendu que tout le monde se connecte, on a eu des moments de blanc gênants, plusieurs personnes qui parlaient en même temps. Enfin bref, donc bravo aux personnes qui avaient choisi la grille de bingo numéro 2. Et donc, comme Luc le disait, donc ce n'était qu'une première édition. On espère pouvoir vous proposer une seconde édition à l'avenir. Cette fois-ci, cette année, nous avions surtout les intervenants du secteur académique de la recherche. Mais j'espère que tous les participants ont pu noter que le marketing social engageait un grand nombre d'acteurs venant de différentes organisations, différents milieux, travaillant avec différents publics. Donc, n'hésitez pas à solliciter nos intervenants si vous avez des thématiques qui ont fait écho un peu à votre pratique. Je suis sûr que chacun et chacune serait ravi de travailler avec vous et de vous aider à voir ce qui se passe un peu plus auprès de votre public et sur les thématiques. Et peut-être que l'année prochaine, nous pourrions faire en sorte de mettre en avant vos projets, mettre en avant les acteurs de terrain et voir éventuellement des personnes issues du milieu politique. J'imagine qu'on peut s'arrêter là. Merci encore à tous et à toutes et au plaisir d'échanger avec vous rapidement en face à face. À bientôt. Merci. Merci Boris. Merci, à au revoir. tous. Merci à tous. Merci Boris et Luc, au revoir. Au revoir. Merci et bravo à tous encore, à Luc et Boris spécialement et à notre doyen et toute l'université qui nous a soutenus. Bravo encore, bravo à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.